Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux pendant tout l'épisode. On va bien sûr revenir sur la victoire des Alouettes à Edmonton. Les Alouettes qui ont maintenant un dossier de 2 victoires et aucune défaite, mais on va aussi regarder de l'avant, étant donné que les Alouettes vont jouer dès jeudi soir au Sappers Molson, leur premier match à domicile de la saison régulière 2024. Et avant le match, eh bien, ils vont dévoiler la bannière de leur 8e conquête de la Coupe Grey. Alors, on devrait avoir de belles festivités au Sappers Molson jeudi soir. Puis on espère bien sûr que tout ça va se terminer avec une victoire des Alouettes, toujours accompagné de Marc-André. Eh bien, on va regarder un coup d'œil également du côté des actualités de la NFL. On va répondre à vos questions. Vous avez envoyé des questions par courriel, par vidéo aussi. Alors, je vais y répondre. Et comme à l'habitude, on va terminer l'épisode en discutant de fantasy football avec Marc-André. Alors, je vous invite bien sûr à partager mes publications du podcast via mes réseaux sociaux également, afin de répandre la bonne nouvelle. On tente de bâtir une communauté football ici au podcast Le Sac du Cœur. Alors, je vous invite à partager mes publications, les extraits du podcast, et puis inviter à vos amis également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors, sans plus tarder, on va accueillir Marc-André. Comme je le disais, Marc-André, on va parler des Alouettes. Ça a été une belle performance des Alouettes à Edmonton, notamment en particulier de l'unité défensive. La défense qui, encore une fois, a sonné la charge pour les Alouettes. Exactement, exactement. Surtout le front défensif, Didier, hein, vraiment une grosse performance avec Sean Lemon en tête. Puis écoute, la défense des Alouettes, depuis dans cette séquence de victoires-là, si on remonte à la saison dernière, elle est tout simplement incroyable. Est-ce que c'est, selon toi, la meilleure unité défensive du circuit? Présentement, il faut dire que oui, on n'a pas le choix. Écoute, la défense des Alouettes était la meilleure de la Ligue canadienne la saison dernière, puis elle a tout simplement repris là où elle avait laissé la saison dernière. Et puis, même en début de saison l'année passée, on avait des ennuis à presser les carrières adverses. C'est une fois que Sean Lemon s'est joint aux Alouettes qu'on a amélioré cette facette de jeu. Mais là, dès le premier match de la saison à Winnipeg, on a fait la vie dure à Zach Collaros. Ça a été la même chose avec McLeod Bethel Thompson. La pression qui a permis aux Alouettes de provoquer des revirements, encore une fois, comme on avait vu à Winnipeg. Alors oui, pour moi, c'est sans équivoque. Là. Après 2 semaines, l'unité défensive des Alouettes est la meilleure de la Ligue canadienne. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. On n'a pas besoin d'avoir une discussion, avoir un débat. Je pense vraiment que l'unité de Noel Thorpe, on joue avec beaucoup de cohésion à Marc-André. On a Mhm. ramené le noyau de cette défense. Darnell Sankey m'en parlait la semaine dernière qu'il aimait la chimie qui régnait au sein de l'unité défensive. Tout le monde se connaît, puis là, ça permet au niveau des stratégies de Noah Thorpe de passer à l'étape suivante parce que les joueurs connaissent bien son cahier de jeu. Puis je pense que ça se reflète ça, sur le terrain. Une unité défensive qui a été en mesure de fermer la porte contre Edmonton. Dire, les Eskimos ont donné une petite mention d'aide là, aux Alouettes en étant victimes de revirements. On a commis des buts, on a échappé des passes qui auraient pu être potentiellement des passes de toucher. Je m'en rappelle de une en Mhm. particulier, notamment. Mais une des forces des Alouettes jusqu'à présent, depuis le début de la saison, Marc-André, c'est qu'on ne se bat pas. Avant de battre l'adversaire, il faut s'assurer qu'on ne Mhm. se bat pas nous-mêmes. Et c'est ce qu'on fait. On protège bien le ballon, on provoque des revirements. C'est vraiment ça qui a fait la différence à Edmonton, notamment. On se demandait comment que la défense allait se déployer en l'absence de Reggie Stubberfield. Je sais pas toi, mais moi, Bryce Cosby m'a vraiment impressionné, et même dans les matchs préparatoires. Ce gars-là, on dirait que lorsqu'il est sur le terrain, il se passe quelque chose. Il a recouvert un botté de dégagement, un échappé à Winnipeg, puis là, il fait sa marque dans la tertiaire des Alouettes. J'ai vraiment aimé énormément son match à Bryce Cosby. Je pense que ça va être il pourrait devenir un élément intéressant, voire important dans la défense des Alouettes. Encore une fois, il faut donner crédit à Danny Machocha et ses dépisteurs. Hein? Jean-Marc Edmé et Pierre-Yves Lavergne. Ce sont eux qui trouvent des joueurs, en particulier Jean-Marc Edmé. J'ai Mhm. remarqué durant la saison morte qu'on avait changé son titre. C'est lui qui est le dépisteur américain du côté du sud de la frontière. Puis, lorsque Soberfield s'est blessé, c'est malheureux pour lui. Lui, c'est tellement une bonne histoire. Hein? Il s'était fait libérer à la fin du camp d'entraînement l'année dernière. Quelques jours plus tard, on l'a ramené. Puis il a été sensationnel au sein de l'unité défensive. Mais moi, j'avais confiance qu'on allait être en mesure de le remplacer. Comme tu l'as dit, Cosby, il a été le meneur des Alouettes au niveau des plaqués, je crois, lors des matchs préparatoires. Et puis bon, un match ne fait pas une carrière, mais
comme c'est si bien dit, il a vraiment connu un bon match et a très bien remplacé Summerfield. Alors clairement, on a de la profondeur du côté des Alouettes. Exactement. Exactement. Comme dirait Sonic, la chanson Closing Time, Big Shiny Toon 3. Every new beginning starts with some other's beginnings ends. C'est un peu Tu viens de ça, me en perdre fait. complètement. J'ai aucune idée c'est qui ce chanteur ou cette chanteuse-là. Le nom de C'est la genre chanson. un Quel One Hit style. Wonder des années 90. Là. T'as pas Ah les oui! albums Big Shiny Tunes quand t'étais jeune? Closing Time, Non, non, Sonic. non. Attends, ben écoute, ça date des années 90, je dois déjà l'avoir entendu. Je dois Hmm. déjà l'avoir entendu. 98 Euh, peut-être? 98 à peu près? 98. Ah 97? Moi, ouais. j'étais ado, bref. Walter Ok, Fletcher, tu honnêtement. m'enverras un extrait de la chanson, un lien, puis j'écouterai après le podcast, après l'enregistrement, je te dirai si je connais ça ou pas. Honnêtement, je suis convaincu que tu connais ça. Pour vrai, là, sincèrement, c'est quand même une chanson Ah, c'est connue, possible, c'est One Hit possible. Wonder. Mais bref, oui, Walter Fletcher, selon moi, il a connu son meilleur match dans l'uniforme des Alouettes. Vraiment, outre les deux touchés spectaculaires, il a vraiment été efficace dans le champ arrière. Ça a été la bougie d'allumage de l'attaque des Alouettes lors du dernier match. 143 verges de gain total, de gain totaux. Donc, oui, vraiment, Walter Fletcher a vraiment fait la différence, Didier. Puis c'est de bon augure pour l'attaque au sol des Alouettes pour les prochains matchs. Ouais, et ce touché-là, regarde comment il a perdu l'équilibre. Là. Moi, Mhm. j'étais sur les lignes de côté, j'étais certain qu'il allait tomber au sol, il a retrouvé l'équilibre, allé d'une feinte, et après ça, et il a appuyé sur l'accélérateur jusque dans la zone début. C'est vraiment tout un jeu. Ici, on le revoit, puis regarde-moi la feinte ici qu'il fait. Wow, quel jeu de la part de Walter Fletcher. On avait hâte de voir ce genre de performance-là de la part de Fletcher. Il y a des gens qui n'étaient pas certains qu'il sera en mesure de remplacer William Stanback. Il a un style qui est complètement différent, mais on sait comment l'utiliser du côté de Jason Marsh. Il est à son mieux dans de l'espace, sur les passes pièges. Mais que dire du travail de la ligne à l'attaque sur ce toucher-là? Là, au quatrième quart, on a été en Mhm. mesure d'augmenter notre avance. Le travail du côté droit de la ligne à l'attaque avec Gagnon et Donovan. Tu as vu, il y avait une autoroute là, pour Fletcher. Après ça, ben, il est en mesure de distancer les demi-défensifs d'Edmonton jusque dans la zone début. Ça a vraiment été toute une performance pour Fletcher. En plus de ça, contre son ancienne équipe. Puis, je lui ai posé la Mhm. question après la rencontre, est-ce que justement, là, ça ajoutait un petit quelque chose avec son ancienne équipe? Il l'a pas caché. Il a dit, écoute, tout joueur qui affronte son ancienne formation, on veut toujours connaître un bon match. Je ne crois pas qu'il aurait pu connaître une meilleure rencontre que ça avec les deux touchés qu'il a inscrits. Alors ça augure bien pour les Alouettes. Si Fletcher, bon, je ne crois pas qu'il va amasser 143 verges d'attaque à toutes les semaines et marquer deux touchés, mais j'ai aimé comment il a couru avec le ballon parce que malgré son petit gabarit, on se rend compte qu'il est difficile à ramener au sol, à rabattre au sol, je devrais dire. Il y a quand même un certain élément de robustesse au niveau de William Stanback. Bien sûr, il ne pèse pas 235 livres comme Stanback, mais quand même, il a vraiment des belles qualités athlétiques, un très bel équilibre, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Alors, non, ça, c'est quelque chose vraiment de positif du côté des Alouettes. Il n'est pas victime de revirement. Alors oui, Walter Fletcher, il a été sensationnel, rien de moins, je crois, à Edmonton vendredi soir. On avait l'attaque au sol, Didier, avait été un peu. Ça a été difficile, hein, a été un peu anémique lors du match à Winnipeg, seulement une moyenne de 3,2 verges par course, mais là, on a vraiment vu la ligne à l'attaque prendre les choses en main à Edmonton, puis ça, c'est vraiment de bon augure, comme tu dis, pour la suite des choses pour les Alouettes. Et bon, Ouais, et maintenant, il pour faut se Fletcher, tourner vers. Marc-André, et Oui. pour Fletcher, il y a quelque chose que j'aimerais rajouter aussi, c'est son travail. Ça, c'est un aspect qu'on ne parle jamais lorsqu'on parle des porteurs de ballon sans protection. Parce que les demi à l'attaque sont la dernière ligne de défense avant de se rendre aux carrières. Là. Ce sont eux qui sont le proche carrière. Puis Jason Mass, après la séance d'entraînement de lundi, ben lui, c'est une des choses qu'il a souligné, le travail de Fletcher en protection. Puis ça vaut la peine de le mentionner parce que l'année dernière, il y avait des moments où Stanback en protection, il ratait des blocs. Même si c'est un gros Mhm. porteur de ballon, il joue avec robustesse, mais en termes de protection, des fois, il rate des blocs. Et puis on n'a pas vu ça de la part de Fletcher. Au football canadien, c'est primordial pour un porteur de ballon. Tu dois d'être bon en protection. Tu te dois de bloquer parce que le jeu est axé sur le jeu aérien. Alors, non, écoute, ça a vraiment été une bonne performance. Un match complet, je devrais dire, de la part de Walter Fletcher. Maintenant, on se tourne vers le Rouge et Noir d'Ottawa qui est en ville ce Mhm. jeudi, sous peut-être une chaleur accablante, sûrement, peut-être des orages à Oui. suivre. J'ai hâte de te voir t'étremper Ah, sur les souhaite lignes pas de d'orage. côté. Souhaite pas. Non, 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 non. Souhaite pas ça. Souhaite pas le malheur comme ça, s'il te plaît. La Mais chaleur, bref, c'est une chose, mais la pluie, là. Ah.
Bref, les Rouges et Noirs ont quand même signé une belle victoire contre les Blue Bombers la semaine dernière. Donc, à quoi tu t'attends vraiment des Alouettes lors de l'ouverture locale ce jeudi au stade Percival Molson? Ben, comme je le disais, lorsqu'on a commencé l'épisode, on va dévoiler la bannière de la huitième conquête de la Coupe Grey par l'organisation montréalaise avant la rencontre. Alors ça, c'est clair que les joueurs vont avoir beaucoup d'émotions. J'imagine qu'il va y avoir un montage sur l'écran géant. D'ailleurs, on est supposé avoir un nouvel écran géant au stade de Percival Mhm. Molson. Donc, il n'y a aucun doute là, qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, d'intensité en début de rencontre du côté des joueurs des Alouettes. Cette question de gérer ça, mais je pense que ça va être positif. Puis d'ailleurs, les Alouettes ont annoncé la semaine dernière que déjà plus de 20 000 billets avaient été vendus pour la rencontre. Ils ont gagné leurs deux premiers matchs en territoire hostile. Bon, Edmonton, c'est pas vraiment un territoire hostile. Il y avait pas un chat dans le stade. C'est plus les belles années d'Edmonton. Mais quand même, Winnipeg, c'était en territoire hostile. Euh, Puis souviens-toi, avant le début de la saison, on se dit, ah mon Dieu, les Alouettes, le calendrier est vraiment pas facile. La Ligue leur a pas fait une faveur en commençant avec deux matchs dans l'Ouest. Ben, c'est quoi? Ils ont gagné ces deux matchs-là. Mhm. Alors là, c'est une question justement de contrôler nos émotions en début de rencontre, mais je pense justement le fait qu'on va dévoiler la bannière, que la foule devrait être bruyante après avoir vu son équipe favorite gagner ses deux premiers matchs sur la route. Écoute, ça augure bien. Mais pour ce qui est d'Ottawa, j'ai mis leur performance contre Winnipeg la semaine dernière. On mise sur un nouveau carrière en Drew Brown, il a connu un bon match contre les Bombers. Je le disais il y a quelques semaines, pour Ottawa, ça passe ou ça casse. C'est simple là, pour pratiquement tout le monde au sein de l'organisation. Il y a quelques années, on a fait des changements, on a congédié Marcel Desjardins, mais on n'a pas vu de résultat là, malgré tout ça. Alors, pour l'entraîneur-chef Bob Dice, pour le directeur général, ben, on se doit d'accéder aux éliminatoires, là, je crois vraiment, du côté d'Ottawa. Alors, je crois vraiment que le Rouge et Noir va être coriace. On est confiant. On a vaincu les Blue Bombers à domicile la semaine dernière. Et il ne faut pas oublier que la saison dernière, les Alouettes ont balayé la série de 4 matchs, Marc-André. Hein? Ils ont fini 4-0 contre Ottawa. Alors, je suis certain du côté du Rouge et Noir, ben, on n'a pas oublié ça. Les Alouettes, qui devraient avoir du renfort pour cette rencontre. Hein? Le receveur Reggie White, j'ai assisté à l'entraînement de lundi. Reggie White s'est entraîné avec l'unité partante. Alors, on sait qu'on a perdu les services de Tyler Sneed à Winnipeg. Les joueurs qui l'ont remplacé au sein de la formation, ça n'a pas été concluant contre Edmonton. Reggie White, s'il est en uniforme jeudi soir, tout indique qu'il le sera, Marc-André. Ça va être son Mhm. premier match depuis la saison 2022. Il avait subi une grave blessure à un genou qui a fait en sorte qu'il a raté toute la saison 2023. Moi, j'avais aimé ce que j'ai vu de la part de Reggie White lors du camp d'entraînement. Il a perdu du poids, clairement, comparativement à 2022. Alors, il semble que Reggie White devrait effectuer un retour au jeu. Et il y a Dylan Wynn au sein de la ligne défensive, le plaqueur, l'ancien des Tiger Cats de Hamilton qu'on a mis sous contrat au cours de la saison morte. Il a raté les deux premiers matchs. Il est ennuyé par des blessures. Au début de la trentaine, je regardais ça. Wynn n'a pas pris part aux 18 matchs d'une saison depuis 2019. Imagine-toi, ça, c'était avant la pandémie. Donc, il est constamment blessé, mais lorsqu'il est en santé, il est tout un joueur de football. La question de savoir, à ce stade de sa carrière, s'il sera en mesure de rester en santé. Mais ça pour dire qu'il s'est entraîné lundi. Il semble qu'il serait prêt d'un retour au jeu. Alors, tu parlais de la ligne défensive. Là. Tu disais que tu avais aimé ce que tu as vu de la part de la ligne Mhm. défensive à Edmonton. Si on peut acheter un Dylan Wynn, puis pas lui demander de jouer une quarantaine de jeux par match, mais de l'inclure au sein de la rotation, c'est un vétéran. Donc, si on peut l'inclure au sein de la rotation, limiter le nombre de jeux pour pas qu'il se blesse, là, faut admettre qu'il est rendu fragile, mais quand même, là, ça pourrait ajouter un autre joueur qui a le potentiel d'être un joueur d'impact au sein de la ligne défensive des Alouettes, en tout cas. Bref, on va voir si les Mhm. Alouettes pourront porter leur fiche à 3-0 jeudi soir. Il faudrait faire des recherches pour voir c'est quand la dernière fois que les Alouettes ont commencé 3-0. Je pense que ça remonte à l'époque de Mark Trestman et d'Anthony Calvillo, probablement. À la mi-temps, show de Caïn, mais là, je ne veux pas faire d'autres références musicales, surtout pas québécoises, parce que j'ai peur que tu me dises écoute, je vais finir le podcast tout seul, finalement, Marc-André, tu peux y aller. Non, non, non. Écoute, si les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, connaissent ces groupes de musique étant vieux, moi, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de qui tu parles. Est-ce que, De toute façon, est-ce que tu je vais aller me crois, si on, rafraîchir à la mi-temps de toute façon, parce qu'il va faire super chaud. écoute, est-ce que tu penses que, tu parlais de talent du côté tantôt du Rouge et Noir, j'ai le goût de savoir, tu parlais donc, depuis que Marcel Desjardins, on a un problème au niveau du recrutement peut-être, ou au niveau du talent sur le terrain. Est-ce que tu penses que cette édition du Rouge et Noir est l'équipe la plus talentueuse
depuis justement le congédiement ou le départ de Desjardins? C'est une très bonne question, ça, Marc-André. Puis je te dirais que oui. La saison est encore jeune, surtout qu'Ottawa avait congé lors de la première semaine d'activité. Donc, on a l'échantillon est petit. On a juste vu le rouge et noir contre les Blue Bombers de Winnipeg. Mais j'ai l'impression que oui, mais en même temps, la barre Hmm. est pas très élevée, là, pas très haute, C'est pas là. un match. Ouais, Écoute, c'est ça. oui, c'est ça. Puis on a gagné quoi? 4 matchs l'année dernière, 4 matchs en 2022, si je ne me trompe pas, du côté d'Ottawa. Puis oui, il y avait un manque de talent, mais il y avait également le coaching qui était déficient à l'époque, parce que Paul Lapolice était l'entraîneur-chef. Mais je pense qu'on a réussi à rehausser le niveau de talent du côté d'Ottawa. Écoute, on est allé chercher une victoire, là, mais là, ça va être autre chose contre les Alouettes, puisque les Blue Bombers de Winnipeg, c'est une équipe qui est clairement en perte de vitesse, c'est une équipe vieillissante. Je ne crois pas que les Blue Bombers vont se replacer. Euh, Avant justement là, de parler d'autre chose, lorsque les Alouettes ont joué contre Winnipeg, j'avais regardé la formation Marc-André. Quand tu regardes leurs joueurs d'impact, Zach Collaros, 35 ans. Bon, position de Mhm. carrière, c'est pas si vieux que ça, mais quand même, il est plus proche de la fin que d'autres choses et il a subi de graves blessures plus tôt au cours de sa carrière. L'excellent lit défensif, Willie Jefferson, est rendu à 33 ans. Adam Begill, l'excellent secondaire intérieur qui un jour va se retrouver au temple de la renommée du football canadien, est âgé de 35-36 ans. Tu parles de joueurs d'impact, surtout du côté de la défense avec Jefferson, Begill. Il y a même le plaqueur Jake Thomas qui lui aussi a 35 ans. Tu sais, ces joueurs-là, à chaque semaine, faisaient un ou deux gros jeux. Puis là, on a tout simplement On plus l'a ça pas du côté vu. Winnipeg. On, on l'a pas vu Jefferson contre les Alouettes. Il a pas été Aucun visible sur le plaqué, terrain. si je me trompe pas. Non, c'est ça. Ouais, Ah, c'est ça. ça se Puis peut, je trouvais, mon Dieu, et je dis, il joue-tu? Un moment donné, tu te demandes, est-ce que tu joues? Est-ce qu'il est là? Mais finalement, oui, numéro 5 était là, mais ouais, c'est ça. ouais. Non, c'est ça. Puis tu sais comment il était dominant, spectaculaire autrefois, tu sais, avec ses Puis passes rabattues, autrefois, on se parle trouve comme si toujours ça au cœur de fait l'action. 5 ans. Ça fait 5 ans, Ouais, non, c'était v'là 2 ans, c'était l'année passée. Puis, écoute, la chute, euh, des fois, au football, elle peut être vertigineuse, là, d'année en année. mhm. Oui, ben oui, c'est ça. On le voit, là, que ce soit du côté de la Ligue canadienne ou de la NFL. Donc, ça va être quelque chose à surveiller du côté des Bombers. Est-ce qu'ils vont être capables de se replacer? Puis plus la saison va progresser, ben, ces joueurs-là, comme je l'ai dit, là, ils commencent à être âgés en termes de football. Donc, ça va pas nécessairement être plus facile là, pour eux, j'ai l'impression. Mais en tout cas, on va voir. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'échantillon est petit. Bon, ben, on arrive En maintenant à la langage minute. sportif, la Oui, vas-y. fenêtre commence à se refermer tranquillement pas vite pour les Blue Bombers, là. Oui, En fait, ben, elle est c'est peut-être vraiment ça. fermée. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça, parce que, écoute, ce noyau de joueurs-là connaît du succès depuis avant la pandémie. On avait gagné la Coupe Grey en 2019, la saison avant la pandémie. Tu parles de 2019, Marc-André, on est rendu en 2024. Ça fait 5 ans, Mhm. là. 5 ans au football, tu sais, là, c'est une éternité, c'est long. Donc, on a C'est une conservé le carrière même pour noyau de des joueurs. joueurs, là. Ben oui, ben c'est ça exactement. Donc, peut-être on aurait dû faire d'autres changements. On a décidé de garder notre noyau pour une saison de plus. J'ai l'impression qu'on va peut-être payer la note là, de cette décision-là du côté des Blue Bombers. Bref, ça reste à voir. On aura des réponses au cours des prochaines semaines. C'est On la a beauté du fermé la sport. fenêtre. La fenêtre est fermée, on a parti l'air clim pour aujourd'hui du côté des Blue Bombers. Pas de mauvaise chose s'il fait aussi chaud à Winnipeg qu'il fait à Montréal. Aujourd'hui, ce qu'on annonce, quoi, 35, sans même Ouais, le je pense facteur qu'on humidex. on enregistre, on est mardi là, pour les auditeurs et les téléspectateurs ou c'est pas des téléspectateurs sur YouTube? Ben ouais, ok, des Non, téléspectateurs, peu les gens qui nous importe. regardent, ben ouais. Les gens qui nous Non, regardent. pas YouTubers, mais les YouTubers, c'est nous autres, c'est nous qui diffusons, mais Ouais. les gens qui nous regardent, ouais. En tout cas, les gens qui nous regardent, on enregistre mardi, je pense que c'est demain, il annonce comme 45, j'ai bien hâte de voir ça. Demain et jeudi. Ah, ben, ouais. Ouf, ça va être quelque chose. Écoute, en plus, avec Je vais la faire mon surface agace synthétique à piscine, comme on Person dit. Motion, ouais, ben oui, profites-en. Moi, je vais être sur le bord du terrain jeudi, puis des fois, ça peut monter à Oh. au-dessus de 50 degrés Celsius, ça, il fait tellement chaud, avec la surface synthétique qui attire les rayons du soleil. Bref, je vais être en shorts pour la rencontre. C'est sûr, je ne vais pas en pantalon. Ça, c'est certain. Ça va être infernal. Porte-toi un Ça petit va mouchoir pour Person t'essuyer Motion le front jeudi. aussi, là, pour tes interventions. Oui, oui, non, c'est vrai, bonne idée. Je vais emmener une serviette. Il faudrait, ouais, une petite Oh. serviette. Ouais, très bonne idée, Marc-André. Je vais prendre ça en note pour pas l'oublier, d'ailleurs. Bon, ben écoute, C'est bon. Marc-André, on fait l'épisode ensemble. Et puis, ben, on a commencé il y a quelques semaines à répondre aux questions
des auditeurs ou des téléspectateurs, entre guillemets, sur YouTube, des gens qui nous regardent. On vous invite à nous envoyer vos questions, que ce soit via l'adresse courriel, le sac du car à commercial gmail.com ou via mes réseaux sociaux. On préfère si vous pouvez nous envoyer ça en format vidéo, comme ça on va pouvoir diffuser votre question, puis ça va vous donner une opportunité de voir à l'écran, soit sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone cellulaire. Alors, on a reçu une question de Martin Guy Cormier. Alors, on va tout d'abord l'écouter et la regarder. Et en premier lieu, bien, merci beaucoup, Monsieur Cormier, de nous avoir envoyé votre question. Bonjour Didier. Je viens d'écouter ton entrevue d'avant-match avec Jason Moss. Puis Jason Moss dit tout le temps la même chose, qui représente Montréal, Québec and the 425. C'est quoi ça, le 425? J'ai 59 ans, puis je suis un fan des Alouettes depuis tout le temps, puis j'ai jamais entendu parler de ça. Merci. Bonne journée. Merci à vous, Monsieur Cormier. Ben, c'est quoi le 425? C'est une très bonne question. Le 425, c'est un escadron de l'aviation royale canadienne. Ça a été formé j'ai ça devant moi, ça a été formé le 25 juin 1942, là, donc lors de la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, c'était le premier escadron canadien-français québécois à l'époque. Et son emblème est un alouette. Donc, les alouettes, ça porte le nom les alouettes, ce 425e escadron. Alors, c'est ça. Là. Lorsque Jason Mars parle du 425, c'est que les alouettes se sont associées par le passé avec cet escadron. D'ailleurs, il y a un membre de cet escadron qui parle régulièrement à l'équipe depuis la saison dernière, qui vient faire des discours devant l'équipe des Alouettes. Puis vous pouvez le voir sur les lignes de côté par moment, on le voit. Il est là. Il est un pilote de l'aviation canadienne. Alors, c'est ça. Lorsque Jason Mars fait allusion au 425 au Québec, ben, il parle de cet escadron de l'aviation canadienne. Alors, j'espère que j'ai réussi à vous éclaircir un peu là-dessus, Monsieur Cormier. Puis continuez de regarder le podcast et continuez de regarder le football des Alouettes sur les ondes de RDS. C'est grandement apprécié. Encore une fois, je vous remercie de votre question. Alors, est-ce que tu viens d'apprendre quelque chose, Marc-André? Tu es Absolument. au En courant du fait, 425? on va dévoiler la magie. Je ne savais pas avant de te demander hier en sachant la question. Je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire le 425 non plus. J'aurais pu penser que c'était un début de numéro d'une ancienne Un date, code mais régional? oui, c'est ça. Non. Mais non, je ne savais pas. Puis quand tu m'as appris ça hier, on va dévoiler nos secrets aux gens. J'étais vraiment surpris. Puis je trouve ça le fun du côté de Jason Bass. Je pense que on a vraiment cet effet-là du côté. On pense, tu sais, c'est un gars qui veut s'imprégner de la culture montréalaise et de l'histoire du Québec. Donc, ça, c'en est un autre exemple du côté de Jason Mass. Puis, je trouve ça super intéressant. Moi non plus, je n'avais pas fait le lien avec l'escadron Alouette, l'escadron militaire là, de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, puis Jason Mars, c'est sincère. Hein. C'est un homme qui est très sincère, il est très intense, très passionné. Mais lui, dès qu'il a été embauché par les Alouettes, c'est ce qu'il m'a déjà raconté, immédiatement, tu sais, il voulait en savoir plus sur la culture du Québec, sur l'histoire du Québec, l'histoire de Montréal. Puis d'ailleurs, il invite toujours ses joueurs justement à s'instruire là-dessus. Il y a souvent des gens qui viennent parler à l'équipe et tout. Puis le français, pour lui, c'est important. On donne des cours de français aux joueurs, puis les joueurs, même des joueurs recrues, lorsqu'on leur Mhm. parle, des fois, ils nous glissent des petits mots en français. Ça, c'est toujours très sympathique, très apprécié, mais c'est pas un spectacle que Jason Mast fait. T'sais, il n'est pas un vendeur de voitures usagées, comme on dit. C'est quelqu'un qui est très authentique, très sincère. Non, parce qu'il y en a eu ça à l'époque avec Mhm. les Alouettes. Je peux te dire, là, je les ai couverts, là, puis dès qu'ils se parlaient, tu te disais, mon Dieu, là, ils essaient de nous vendre une vieille Hyundai 1980 en nous disant qu'elle est en bon état. C'est n'importe quoi, mais dans le cas de Jason Moss, on ne peut pas dire ça. Il est Mhm. authentique, il est sincère, c'est quelqu'un de passionné et puis qui a à cœur la culture québécoise. Comme tu l'as dit, il s'imprègne dedans depuis son arrivée à Montréal. Puis ça, je trouve que c'est vraiment génial. Puis comme il le dit souvent, il dit, on veut pas juste gagner pour nous, pour les joueurs dans le vestiaire, pour l'organisation. On veut gagner pour le Québec. On est l'équipe de football du Québec, de cette province. On veut la représenter
du mieux qu'on peut. Puis ça, je trouve ça génial à chaque fois qu'il le mentionne. 425, c'est probablement le nombre de cônes oranges qui croisent en se rendant au stade aussi. ça, je crois qu'il y en a au moins le double. OK? Il y en a au Et moins le double, ça c'est certain. on salue Bon, écoute, Valérie. on va. Oui. Alors, écoute, on va. Valérie. Qui est Valérie? Ah, Valérie. Ah, Valérie ben, la Plante, mairesse ta du Papa. Non, mairesse, non, non, ma écoute. mairesse, Oui, oui, notre la. Oui. mairesse, Didier. Oui, oui, écoute. Écoute, moi, je me promène en vélo, donc j'apprécie certaines des choses qu'elle fait. Mais écoute, on n'embarquera pas dans la politique. Alors, on va répondre maintenant à notre deuxième question qui a été envoyée par courriel par Danny Majot. Euh, alors, je ne sais pas si on va la voir à l'écran. La voici. Alors, Danny nous demande, considériez-vous Xavier Worthy, alors là, on parle de la NFL, comme le receveur recru ayant le meilleur potentiel fantasy dès cette année aux côtés de Patrick Mahomes? Danny, il y en a eu pour son argent parce qu'il nous envoie 3 questions dans une. Odunze avec Williams à Chicago. Quel serait ton power ranking top 5 des receveurs fantasy cette année? Ben, justement, Marc-André, tu es là, tu m'accompagnes, tu es notre expert fantasy football au podcast Le Sac du Car. On va commencer avec Xavier Worthy. Est-ce que tu crois que c'est le receveur qui pourrait être le plus productif receveur recru en termes de fantasy football? Surtout que Rashee Rice, ben, il va être suspendu. Ça, c'est certain, là, avec les démêlés avec la justice qu'il a eu au cours de la saison morte. Alors, peut-être que Xavier Worthy va devenir une des cibles favorites immédiatement de Patrick Mahomes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il sera le receveur recru le plus productif en termes de fantasy football? Je ne pense pas. Je pense que Marvin Hmm. Harrison vraiment est le choix incontesté numéro un en termes de receveur recru. Il faut un peu se fier au repêchage, selon moi. Je vais vous parler tout à l'heure de Malik Neighbors également avec les Giants, un receveur que je pense qu'il va avoir un volume incroyable du côté des Giants. Donc, oui, Xavier Worthy, j'aime ça. J'aime beaucoup également Brian Thomas du côté des Jaguars de Jacksonville. C'est un joueur en ce moment qui est classé vraiment bas dans les classements fantasy à la position de receveur de passe. Je pense qu'il est un meilleur talent que Gabe Davis. Il est un meilleur talent que Christian Kirk. Avec Trevor Lawrence en santé, s'il peut enfin livrer la marchandise, je pense que Brian Thomas, rapport qualité-prix, ça devient un receveur recru intéressant. Brian Thomas évoluait à l'université LSU avec Jaden Daniels la saison dernière. Xavier Worthy, j'adore le profil. C'est un gars qui court excessivement vite. Sauf que je me demande si sa stature, si son gabarit va vraiment se transposer efficacement à la NFL. C'est sûr il va avoir des opportunités pour les receveurs dans l'attaque des Chiefs. Puis en tant que propriétaire fantasy ou poolers, tu cherches à recevoir ou à trouver les perles ou des receveurs qui reçoivent des ballons de Patrick Mahomes. Ça ne fait jamais de tort, mais je pense que Xavier Worthy, j'ai hâte de voir aucun entraînement, mais j'aurais des points d'interrogation à son niveau dans son cas en ce moment. Ouais, Danny Majo qui nous a également demandé qu'est-ce qu'on pensait de Rome Odunze à Chicago avec Caleb Williams. Moi, je n'ai pas changé d'avis depuis le repêchage. Il y a beaucoup de bouches à nourrir là, du côté de l'attaque des Bears de Chicago, là, soudainement, là, avec Dunze, avec DJ Moore, avec l'ancien des Chargers, Keenan Allen, qu'on a mis sous contrat. Alors là, tu demandes à un jeune carrière là, de nourrir toutes ces bouches-là, où c'est beaucoup de pression sur lui. Et également la température à Chicago, parce qu'il va arriver, il va arriver des semaines où ça va être très venteux. Naturellement, à la fin de la saison, il va y avoir du temps froid possiblement, quoi qu'avec le réchauffement de la planète, on ne sait plus, mais ça, c'est autre chose. Mais quand même. Donc, est-ce qu'on sera en mesure de passer le ballon du côté des Bears si on joue des matchs par temps froid avec de la neige, sous la pluie ou lorsque c'est très venteux? Là, il va falloir que tu passes le ballon à ces 3 joueurs-là. Je ne suis pas convaincu que Odunze pourra être très productif à cause des raisons que je viens de mentionner. Toi, qu'est-ce que tu penses de la production d'Odunze potentiellement cette année? Odunze, c'est pas une question de talent, c'est une question de situation. Est-ce que, bon, là, on Ouais. se dit, tu sais, si on se met à regarder, décortiquer un peu l'attaque des Bears, tu dis, le receveur, il y a DJ Moore, tu en as parlé, tu as Keenan Allen, mettons que ces joueurs-là sont ciblés 100 ou 130 fois ou 100 fois
durant la saison. Il reste quoi pour Rome Odunze? Moi, je le vois plus comme un joueur dans les zones profondes, un joueur qu'on va essayer les longs jeux dans son cas. On a même signé DeAndre Swift, qui est un excellent porteur de ballon également en situation de passe. On a même Cole Kemet, le lié rapproché. Rome Odunze, Mon gars, Cole Komet. oui, exact. Fait que je me questionne, puis à ce moment-là, il faut essayer de décortiquer tout ça, puis se dire, est-ce que Caleb Williams va passer pour 3000 verges à sa saison recrue? Peut-être que oui, peut-être que non non plus. Tu sais, est-ce qu'il va avoir 30 touchés à distribuer 30 passes de touchés à distribuer à tout ce beau monde-là? Et si oui, est-ce que Rome Odunze peut en avoir? S'il y en a 35 passes de touchés, Didier, Rome Odunze, je le vois peut-être en finir avec 6-7, disons, mais je ne suis pas convaincu que c'est un peu ça l'histoire. Dans le cas de Rome Odunze, c'est pas une question de talent, il est hyper talentueux. C'est vraiment une question de situation et de bouche à nourrir, comme tu l'as si bien dit. Oui, puis la dernière Et tu question penses de quoi, toi, de Danny. Xavier Wardy? Excuse-moi. Xavier Wardy, j'aurais aimé connaître ton opinion là-dessus. Oui, du côté de Worthy, écoute, ce qui va être productif, c'est un marchand de vitesse. Hein. On l'a vu, il a établi un record aux 40 verges lors du dernier combine, lors du dernier camp d'évaluation de la NFL. Mais pour les receveurs recrues, écoute, avec son style de jeu, ce qui va être très productif, je suis pas convaincu. En fait, les Chiefs, avec tout ce qui se passe depuis la fin de la saison, bon, on en a parlé avec Richie Rice. Là, il y a Isaiah Buggs qui a été arrêté pour une deuxième fois, je crois, Mhm. durant la saison morte. Puis l'attaque des Chiefs l'année dernière, c'est pas une attaque explosive, là, nécessairement. Non. Un des joueurs les plus importants, naturellement, après Patrick Mahomes et Travis Kelce, c'était Isaiah Pacheco et le jeu au sol là, de Kansas City. L'identité des Chiefs a changé là, lors de la dernière saison. C'était la défense et le jeu au sol. Et on misait sur le meilleur carrière de la NFL. Mais essentiellement, c'est ça qui nous a permis de connaître du succès. Alors, je crois pas que Rookie, je dis pas qu'il va pas connaître une bonne saison, mais en termes de fantasy football, je regarderais d'autres options à la position de receveur de passe. Je suis pas convaincu qu'il va connaître nécessairement une saison très productive en termes de fantasy. C'est encore là une question de situation, un peu comme les Bears. On a une panoplie de receveurs. Je pense personnellement que le meilleur receveur de ce groupe-là, c'est Rashee Rice. S'il est en santé, bon, on pense que personnellement, je m'attends à ce qu'il rate quelques matchs en début de saison. On a signé Marquise Brown, ce qui pourrait être également intéressant loin dans vos repêchages fantasy. Mais encore là, pour Xavier Worthy, c'est un peu ça aussi. Est-ce qu'il va recevoir autant de... Puis on a Travis Kelce, il ne faut pas oublier. Est-ce qu'il va recevoir autant d'attention de Patrick Mahomes à sa saison recrue? J'en doute parce que je veux dire, Sky Moore, ça a pas, on pensait que ça allait vraiment être bien avec Patrick Mahomes de sa saison recrue. Ça n'a pas été le cas. Puis on a toujours des joueurs un peu marginaux côté des Chiefs. Tu sais, Michael Hardman, ça n'a pas vraiment donné ce qu'on attendait de lui avec Patrick Mahomes non plus. Donc, je mettrais, il y a quand même plusieurs points d'interrogation au niveau de Xavier Worthy. Encore là, c'est une question de situation. Puis l'attaque des Chiefs, on est mêlés en ce moment. J'ai bien hâte de voir ça au camp d'entraînement, assurément. Ouais, la bonne chose, c'est qu'on mise sur Andy Reid, qui est un Mhm. des meilleurs cerveaux en attaque de toute la NFL. Bon, maintenant, la troisième et dernière question de Danny Majot. Il m'a donné des devoirs à faire. Il m'a demandé quel est mon top 5 de receveurs en termes de fantasy football. Toutes ces questions portaient sur la position de receveur de passe. Alors, ben oui, pour toi, Danny, j'ai fait mon top 5 fantasy football en vue de la prochaine saison. Et le voici. Alors, moi, je commence avec Tyreek Hill, parce que pour moi, Tyreek Hill est le meilleur receveur de passe de la NFL. C'est lui que, si je me mets dans la peau d'un collateur en défense, il me donne la frousse. Il peut réussir des jeux explosifs à tout moment, peut marquer un toucher de 70 verges. Bon, il est âgé de 30 ans, toutefois, Tyreek Hill. Ben, je crois qu'il a au moins une bonne dernière saison là, de grosse production en lui, dans ses jambes. Alors, pour moi, c'est Tyreek Hill. C'est un incontournable. Écoute, il nous habitue à réussir des matchs de 200 verges à toutes les saisons. Alors, je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas à cette année. En deuxième position, ben, j'ai CeeDee Lamb des Cowboys de Dallas. En troisième, Jamar Chase des Bengals de Cincinnati. Il a été un peu décevant l'année dernière, mais il faut dire que Joe Burrow avait raté plusieurs matchs en raison de blessures. Burrow n'était pas à 100% au début de la saison, même s'il jouait, puis après ça, il s'est blessé. Donc, Burrow devrait être là s'il reste en santé. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que Jamar Chase va être
extrêmement productif. Après ça, Justin Jefferson en quatrième position. On en a discuté un peu la semaine dernière, Marc-André. Hein. Il semble que là, Mhm. c'est Sam Darnold durant le mini-camp qui s'entraînait à titre de carrière partant. Ben, si c'est J.J. McCarthy, on pourrait peut-être assister à une baisse de régime en termes de production pour Justin Jefferson s'il joue avec un carrière recru. Et en cinquième position, j'ai A.J. Brown des Eagles de Philadelphie. Je crois que l'attaque des Eagles en général sera plus productive qu'elle l'a été l'année dernière. Ça va ressembler un peu plus à l'attaque de Philadelphie qu'on avait vu en 2022, surtout avec l'ajout de Saquon Barkley, parce que c'est ce qui manquait l'année dernière. L'attaque au sol n'était pas productive comme elle l'avait été en 2022. Puis ça, je crois que ça va aider Jalen Hurts et par conséquence le jeu aérien de Philadelphie. Alors, c'est toi l'expert fantasy football. Qu'est-ce que tu penses de mon top 5 à la position de receveur? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense que pour moi, CeeDee Lamb est en 1 strictement à cause du corps arrière auquel il est lié. Je pense que Dak Prescott est un meilleur corps arrière euh, que Tua Tagovailoa et je pense aussi que les Cowboys vont passer davantage. C'est vraiment ça, disons, le tiebreaker qui vient briser, disons, l'égalité au sommet. Jamar Chase, j'ai bien hâte de voir. Si Joe Burrow joue une saison complète, s'il est en santé, c'est sûr qu'il a énormément de potentiel pour connaître du succès fantasy. Et j'aime beaucoup. Entre AJ Brown, moi en 5, ben, on l'a vu la semaine dernière, la semaine dernière, oui. J'ai un autre Brown à cette position-là, mais j'aime beaucoup Amon-Ra St. Brown du côté des Lions de Détroit. On peut débattre longtemps. Didier, AJ Brown, Amon-Ra St. Brown, je pense qu'ils vont connaître les Lions une grande saison. J'ai parlé de matchs dans les dômes cette saison. Ça va vraiment aider le jeu aérien. Ça va aider Jared Goff. Je pense qu'Amon-Ra St. Brown on peut peut-être débattre en format PPR, donc on obtient un point de plus par réception. Je pense qu'Amon-Ra St. Brown est devant AJ Brown dans le format standard. Je serais peut-être prêt à te le concéder qu'AJ Brown pourrait être devant Amon-Ra St. Brown, mais c'est très serré. On parle de receveurs au potentiel énorme, on parle de receveurs élites dans la NFL en ce moment. Amon-Ra St. Brown qui a fait sauter la banque il y a quelques semaines de ça. On remercie Danny Majot pour ses questions. Justement, comme je dis, Amon-Ra St. Brown a fait sauter la banque. Ça a été au tour la semaine dernière du carrière des Jaguars de Jacksonville. Trevor Lawrence, à son tour de toucher le gros lot. On lui a donné une prolongation de contrat, oui, du côté de l'organisation de Jacksonville, de 5 ans pour une valeur maximale de 275 millions de dollars pour Trevor Lawrence. La question, bon, c'est pas de savoir est-ce que Trevor Lawrence il vaut ça, parce que ça, c'est le marché à la position de carrière, de carrière en partant du côté de la NFL. Alors, le marché dicte les contrats. Mais Trevor Lawrence, souviens-toi, lorsqu'on l'a repêché, le tout premier choix du repêchage, on disait de lui qu'il était un carrière générationnel, le meilleur espoir de la position de carrière depuis Andrew Luck. Bon, sa première année, c'est pas de sa faute. Avec Urban Meyer qui ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Urban Meyer a été congédié quoi, après 11 matchs, je crois. Je ne suis même pas sûr si ça a duré aussi Mhm. longtemps. Bref, ça a été une année perdue. Sa deuxième année, ça a mieux été avec Doug Peterson, mais l'année dernière, ça a été une saison difficile pour Trevor Lawrence. Et puis, je ne sais pas si tu avais vu, ça circulait sur les réseaux sociaux la semaine dernière après l'annonce du contrat de Lawrence. Mais ça, écoute, on a eu ça, bon, via le compte Instagram de 3013. Comparaison des statistiques de Trevor Lawrence et de Daniel Jones après 48 départs, après les 48 premiers départs de leur carrière, c'est pratiquement un copier-coller, Marc-André. Regarde-moi ça, Mhm. comment les statistiques sont similaires. Les statistiques qu'on ne voit pas à l'écran, c'est qu'en 48 départs, eh bien, Trevor Lawrence a été victime de 55 revirements. 55 revirements. Ça, c'est énorme. Alors, pour lui, j'allais dire, bon, ça passe ou ça casse. Mais ça passe ou ça casse, je pense, beaucoup plus pour Doug Peterson cette année, puisqu'on vient de donner le contrat à Trevor Lawrence. Donc, il va être là pour les 5 prochaines saisons à Jacksonville. Mais s'il ne produit pas, si les Jaguars déçoivent comme l'année dernière, ne participent pas aux éliminatoires, qui tu penses qu'il va être copé? Ça va être Mhm. l'entraîneur-chef Doug Peterson. Alors, Trevor Lawrence, jusqu'à présent, c'est décevant comme carrière, je dirais. Là. Ben, bon, on l'a récompensé du côté des Jaguars, mais clairement, ce contrat-là, c'est plus en raison de son potentiel que de la production qu'on a vue de sa part sur le terrain. Il a été blessé aussi la saison dernière, Trevor Lawrence. Je ne suis pas convaincu qu'il ait été en santé durant même tous les matchs auxquels il a pris part.
Il y avait une statistique qui Ouais, on disait dit qu'il avait que une... Oui. Ouais, on dit que, excuse-moi de t'interrompre, mais on dit que lors du dernier mois de la saison, écoute, c'était très rare, là, le nombre de fois qu'il a participé aux entraînements, Mhm. ennuyé par une blessure à une cheville, si je me souviens bien. Alors, il s'entraînait presque pas lors du dernier mois de la saison. Peut-être que ça explique euh, la saison, bon, la mauvaise saison qu'il a eue, mais même avant le dernier mois de la saison, c'est pas comme s'il connaissait une grande saison. Mais excuse-moi, je t'ai interrompu. Qu'est-ce que tu allais dire? Mais il était 8-3 avant ce qu'on dit les blessures qui a vraiment Mhm. ruiné sa fin de saison. Donc, je pense que Trevor Lawrence, c'est un meilleur, disons, c'est un meilleur, en termes de, moi je suis un expert fantasy, c'est un meilleur corps au niveau de la NFL que fantasy. Ça, c'est vraiment, il n'y a aucun doute. Mais je pense que c'est fou Didier parce que je me souviens de l'avoir vu jouer à Clemson, puis tu dis, mon Dieu, ce gars-là, c'est un can't miss, hein? C'est un gars on peut pas se tromper, ça va être un quart étoile, un quart élite dans la NFL. Puis bon, il y a eu la saison, comme tu disais, avec Urban Meyer, où il a semblé plus savoir comment jouer au football. Puis là, Doug Peterson arrive, on fait les séries, on fait les éliminatoires l'an dernier. Cette année, c'est un peu le même scénario qui est arrivé à Doug Peterson à Philadelphie. Il est arrivé, on est allé au Super Bowl, on a gagné le Super Bowl, puis l'année d'après, bah, ça a été vraiment l'hécatombe du côté des Eagles et il a perdu son poste par la suite. Je pense qu'on voit un peu le même scénario du côté de Doug Peterson. Je pense encore que Trevor Lawrence peut se replacer. Je pense encore qu'il a des atouts incroyables. Mais j'avoue que je suis de plus en plus, disons, mitigé ou je ne sais plus vraiment quoi penser du potentiel de Trevor Lawrence à long terme. Mais il a des atouts indéniables, ça c'est sûr. Pas pour rien qu'on l'a repêché au premier au total. On pensait que c'était un quart de concession. Mais en fait, je sais pas. Je suis vraiment entre deux chaises. Je sais pas quoi penser. C'est sûr que ses statistiques sont vraiment décevantes, mais je pense encore qu'il est encore jeune pour pouvoir redresser la barque et peut-être même dès la saison prochaine. Ben, il a des armes à sa disposition, hein. Tu mentionnais le nom de Brian Thomas tout à l'heure. Alors, on a repêché un autre receveur de passe afin de donner un coup de main à Trevor Lawrence. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça cette année, s'il sera en mesure d'être plus productif. Puis dans le cas de Daniel Jones, ben lui, il n'a même pas participé au mini-camp des Giants de New York, d'après ce qui a été rapporté. Toujours pas remis de la blessure à un genou qu'il a mis fait à sa saison l'année dernière. Puis je regardais les statistiques de Daniel Jones. Bon, on l'a vu comparable à celle de Trevor Lawrence, mais Daniel Jones, il n'a jamais complété 25 passes de toucher en une saison. Son plus total, c'est de 24. Il n'a jamais passé pour au moins Mhm. 3500 verges en une saison non plus. Puis là, il va revenir d'une blessure à un genou. Daniel Jones, afin d'être à son mieux, il se doit de courir. Puis il est un bon athlète, c'est un gros bonhomme qui est mobile. Mais là, il reste quoi là, du côté de Daniel Jones s'il n'est pas capable de courir, puis s'il n'est pas un grand passeur? Et puis, il a subi en plus de ça des blessures au cou à quelques reprises. Il commence à être magané, tout simplement. Là, on va dire en bon québécois, Daniel Jones. Mhm. Alors, moi, je crains le pire pour les Giants cette année, personnellement. Je sais pas qu'est-ce que tu en On, penses, mais on a signé Drew Lock, on a Danny DeVito également ça du tirait côté à sa fin rapidement, ça, l'année dernière. Ouais. Tommy DeVito et on a également signé Nathan Rourke, quart étoile de la CFL avec les Lions. Daniel Jones, je ne sais pas, Didier. C'est C'est sûr une que brochette. C'est une brochette. Tu crois Giants si Daniel Jones n'est pas en non, pas mesure du de tout. jouer? Ouais. Je crois même qu'il pourrait finir dernier de la division derrière les Commanders, si tu veux mon avis. Mais non, mais les Giants, ouais, c'est ça. Daniel Jones, en termes de fantasy, c'est un joueur qui apporte une dimension avec ses jambes. C'est un joueur également qu'on apporte une dimension avec ses jambes au niveau du vrai football. Je trouve qu'on se demande, tu sais, ceux qui pensaient qu'avec l'addition puis l'embauche de Brian Dable, il allait transformer Daniel Jones en une version peut-être Wish de Josh Allen. Ben, c'est pas ça qui est en train de se passer. On voit que la magie de Brian Dable a vraiment ses limites en ce moment. Je ne sais pas quoi penser de Daniel Jones. Je pense que c'est un bon corps qui est surpayé, mais je pense pas que c'est un corps numéro un en ce moment dans la NFL, dans une bonne équipe, ou dans une équipe en tout cas qui aspire aux grands honneurs dans la NFL. Ah, ben, la saison 2022 des Giants, ça a été un mirage, hein. Ils avaient été en mesure de Mhm. participer aux éliminatoires. Ben,
ils ont été chanceux, ils ont gagné des matchs qui étaient très serrés. Après ça, en éliminatoire, ils avaient réussi à battre les Vikings du Minnesota, qui eux aussi, tout au long de la saison, on savait qu'ils n'étaient pas une si bonne équipe que ça. Mais bref, ça commence à faire longtemps là, que ça va mal là, du côté de l'organisation des Giants de New York. Je crois pas que c'est cette année qu'on va se replacer. Mais écoute, Mais Marc-André, surtout on qu'on a mentionne le les mains fantasy liées avec football. Oui, Daniel Jones vas-y. on a les mains liées, on s'est auto-lié les mains en donnant un autre contrat à Daniel Jones pour un moment. Je sais bien qu'on peut le libérer en ayant des pénalités et tout, mais on s'est vraiment lié les mains. On a les mains menottées, les Giants. Ça va être long si on veut reconstruire ou si on veut repartir à neuf avec un autre quart, selon moi. Ce qui n'a pas fait de sens côté des Giants lorsqu'on a donné une prolongation de contrat à Daniel Jones, c'est qu'il n'y a aucune autre équipe qui lui aurait donné un contrat de cette valeur-là en tant que Mhm. carrière. Donc, écoute, du côté des Giants, je ne sais pas qu'on était aussi pressé que ça de lui donner ce contrat-là. Et surtout, qu'on aurait pu offrir une prolongation de contrat à Saquon Barkley, mais finalement, on l'a donné à Daniel Jones. Ça, c'est une des raisons pourquoi on n'a pas re-signé Barkley. Puis là, Saquon va porter les couleurs de ton équipe favorite, les Eagles. Là, les Giants vont affronter Saquon 2 fois par année. Crois-moi, les partisans des Giants vont être en furie. Là. Si Saquon se présente au MetLife Stadium et qu'on a un match de 100 verges avec 2, 3 touchés, Et le gars écoute, va être on va, motivé, tu on va penses? demander la tête du DG des Giants. Le gars va-tu être motivé, tu penses? Ah oui, définitivement. Définitivement, il va être Ouais. motivé. En plus, il est natif de la Pennsylvanie. Il a grandi en étant un partisan des Eagles. Il est content de porter l'uniforme vert de Jouer à Penn Philadelphie. State. Bref, Ouais. ouais, voilà. On va avoir le temps d'en parler au cours de l'automne, Mhm. mais ça augure pas bien, encore une fois, j'ai l'impression, pour les Giants de New York. Mais comme je disais, ça Absolument. fait quelques fois qu'on mentionne le fantasy football. On est rendu à la portion fantasy football. Tu vas continuer à nous parler du classement à la position de receveur de passe en vue de la prochaine saison de fantasy football. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les positions 21 à 40. Des receveurs un peu plus. Ce ne sera pas des vedettes. Donc, ça va être des receveurs numéro 2 de certaines des bonnes équipes et des receveurs numéro 1 d'équipes très ordinaires, disons ça comme ça. En 21, nous avons Cooper Kupp, le receveur de passe numéro 2, je pense, en 2024, étonnamment, des Rams de Los Angeles. Je serais vraiment curieux, Cooper Kupp. J'ai vraiment hâte. Je pense qu'il a encore de l'essence dans le réservoir. Il pourrait connaître une bonne saison. Puis, s'il est vraiment en santé, il va vraiment excéder son rang de 21. Ça, c'est sûr. En 22, nous avons Devontae Smith des Eagles de Philadelphie. En 23, Amari Cooper, le receveur des Browns de Cleveland. En 24, j'ai déjà parlé de Zay Flowers, le receveur numéro 1, le receveur éloigné numéro 1 des Ravens de Baltimore. En 25, nous avons Stephon Diggs, le receveur, ben là, en ce moment numéro 2, mais potentiellement numéro 3 des Texans de Houston. Je veux m'attarder sur le cas de Amari Cooper, Didier, parce que je pense qu'il pourrait être le Mike Evans de 2024. C'est-à-dire, Mike Evans, souviens-toi, l'année dernière, on le repêchait excessivement tard dans les repêchages fantasy. On croyait qu'il était fini. On le repêche en ce moment, Amari Cooper, en 5e ronde des repêchages fantasy en ce moment. Il ne faut pas oublier qu'il a obtenu une moyenne de 15 points fantasy par match la saison dernière dans les 12 matchs où le quart n'était pas Dorian Thompson Robinson, DTA pour les intimes. Et avec Deshaun Watson l'année dernière, il a obtenu une moyenne de 96 verges par la passe. Ça aurait été bon pour le quatrième rang chez les receveurs dans la ligue. Si on ajoute à cela cette année quelques touchés de plus, ben, ça peut devenir intéressant dans le cas d'Amari Cooper. L'attaque est maintenant dirigée par Ken Dorsey, qui était avec les Bills la saison dernière. Et si on se transpose, on peut s'imaginer qu'un receveur numéro 1 dans l'attaque de Ken Dorsey, a.k.a. pendant plusieurs saisons, Stephon Diggs, ben, ça peut se transposer à Cleveland avec Amari Cooper. Je pense que ça pourrait faire des flamèches. Il a 30 ans, c'est sûr, mais il est le receveur numéro 1 des Browns. Je ne pense pas que Jerry Jeudy va venir vraiment contrecarrer ses plans. Et à la position numéro 23, ça pourrait être une méchante bonne aubaine au niveau fantasy lorsque vous le repêchez en 5e, 6e ronde. Et à cause qu'il a 30 ans, justement, je ne pense pas qu'il va vraiment grimper dans les repêchages. Il va peut-être même descendre dans les repêchages. Donc, pour moi, Mary Cooper va représenter vraiment une belle valeur pour ceux qui veulent repêcher un vétéran dans les rondes 5-6 de vos repêchages de la saison. Mary Cooper, qui ne s'est pas présenté au mini-camp des Browns Non. de Cleveland. Il aimerait obtenir un nouveau contrat. Comme ça mentionné, il est âgé de 30 ans.
Là, il a vu les contrats qui ont été offerts, qui ont été signés par plusieurs receveurs de passes au cours de la saison morte. Alors, c'est sa dernière opportunité pour faire sauter la banque. On verra si les Browns vont lui offrir un nouveau contrat. Mais il est déjà sous contrat, alors il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre en termes de négociation. Maintenant, les positions 26 à 30. Est-ce qu'il y a un joueur qui retient ton attention un peu plus que les autres? En numéro 26, nous avons T. Higgins, le receveur des Bengals de Cincinnati. En 27, Malik Neighbors, le receveur des Giants de New York. En 28, nous avons George Pickens, hein, qui est quand même en ascension au niveau fantasy dans l'attaque des Steelers de Pittsburgh. En 29, nous avons Tank Dell. Ça, Tank Dell, c'est un joueur que si on voit au camp d'entraînement, s'il se présente et s'il est en santé, il va assurément grimper de façon exponentielle dans les classements fantasy, la position de receveur. Il a vraiment connu une saison exceptionnelle l'année dernière et il a une belle chimie déjà avec CJ Stroud. J'ai bien hâte de voir. Et en 30, nous avons Keenan Allen, le receveur des Bears de Chicago. Et pour Malik Neighbors, que je vais m'attarder en 27, Didier, encore là, le talent est exceptionnel. Ça, le talent est indéniable. Je trouve déjà il y a des vidéos qui circulent sur Internet, je trouve qu'il y a des airs de Justin Jefferson dans la façon dont il court ses tracés. Je sais que je m'emballe, qu'on est simplement le 18 juin, mais je trouve que oui, vraiment, il a un potentiel énorme, Malik Neighbors. C'est un choix de 5e ronde dans vos repêchages fantasy en ce moment. Depuis 2019, par contre, il n'y a aucun receveur des Giants qui a obtenu plus de 770 verges en une saison. Ça, c'est depuis 2019. C'est depuis avant Daniel Jones. Donc, c'est avec une panoplie de corps médiocres également. Et c'était Steve Slayton, et mon Dieu, c'était Darius Slayton en 2019 qui avait obtenu 770 verges. Donc oui, on en a parlé tantôt. Tout repose sur Daniel Jones pour faire produire Malik Neighbors. Il n'y a aucun... Ouais, c'est ça qui arrive. aucun receveur l'année Ça fait dernière. peur d'entendre ça. Ouais. Ça fait peur d'entendre Ouais. ça. Tout repose sur Daniel Jones. Aucun receveur l'année dernière a été ciblé plus de 17% du temps dans l'attaque des Giants. Ça, c'est vraiment minime. Les Giants ont passé donc 512 fois la saison dernière. Si on se dit, mettons, que Malik Neighbors est le receveur et le plus beau talent dans l'attaque aérienne des Giants, il réussit à obtenir, à être ciblé 25% du temps sur 518 passes, disons. Ça l'amène, disons, à 130 ballons. Là, je fais des mathématiques et ça serait bon seulement pour le 19e rang dans la NFL la saison dernière si on se transpose ça pour Malik Neighbors. Donc, est-ce que c'est un investissement qu'on peut prendre en 5e ronde? 130 ballons, c'est pas rien. Maintenant, c'est de savoir si ces ballons-là sont attrapables. C'est ça la grande question. On peut faire l'investissement. C'est un joueur. Souvent, tu sais, le fantasy, c'est aussi, il y a un aspect plaisir dans ça, Didier. Je pense que Malik Neighbors va être un joueur le fun à avoir dans son équipe en 2024, mais est-ce qu'on pourrait avoir une meilleure valeur plus tôt ou plus tard? Je pense peut-être que oui. Il y a Darren Waller du côté des Giants qui a annoncé sa retraite, je crois que c'était la semaine dernière. Bref, on l'a presque pas vu la saison dernière avec les Giants, mais peut-être que ça va créer des opportunités à Malik Neighbors. Mais encore une fois, tout repose sur les épaules de Daniel Jones, pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, en position 31 à 35. On a Terry McLaurin, le receveur numéro 1 des Commanders de Washington. En numéro 32, nous avons Christian Kirk, le receveur des Jaguars de Jacksonville. En 3, Calvin Ridley, le receveur maintenant des Titans du Tennessee. En 34, Jaden Reed, le receveur des Packers de Green Bay. En 35, nous avons DeAndre Hopkins, le receveur des Titans. C'est un groupe que j'apprécie moins que le groupe d'avant, je tiens à le dire. Je préfère des Pickens, je préfère des Dell à des Christian Kirk. Jaden Reed, il a un talent, ça a été vraiment une belle saison recrue, mais à qui on va lancer le ballon dans cette attaque-là? C'est choisir son propre receveur. Des fois, au niveau fantasy, on peut vivre des frustrations en cours de saison en ayant vraiment Watson, Reed, même on parle de Dontavian Wick, qui connaît de bons moments par moment. Mais je veux m'attarder à Terry McLaurin, Didier, parce qu'on dirait que ça fait des années qu'on dit que c'est la grande éclosion, puis ça se passe absolument jamais. En 2023, il a obtenu 1000 verges de peine et de misère, mais il a capté seulement 59% des passes dirigées vers lui. Ça a été un problème avec Sam Howell, parce que Sam Howell, l'année dernière, Didier, il a lancé 74 passes dans les zones profondes. Ça, c'était le 4e plus haut total dans la NFL, mais il complétait seulement 28% de ces passes-là. Ça, c'est bon pour le 32e rang. Donc, il lançait dans les zones profondes, mais il était imprécis.
qui m'amène à vous parler de Jaden Daniels, qui lui a obtenu 63, il a complété 63% de ses passes dans les zones profondes dans les rangs universitaires la saison dernière. Ça s'est transformé, ça s'est traduit par 22 touchés et aucune interception. D'ailleurs, Brian Thomas en a vraiment profité en inscrivant 17 touchés la saison dernière à l'université LSU. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a peut-être une corrélation ici à avoir. Est-ce que Terry McLaurin aura besoin... Est-ce que c'est Jaden Daniels qui va enfin faire produire Terry McLaurin? J'ai bien hâte de voir. En tout cas, sa valeur n'a jamais été aussi basse. Terry McLaurin pour le repêcher. Et receveur numéro 31, c'est un choix de 6e ronde. C'est une bonne chance à prendre selon moi. Est-ce que c'est enfin l'année de la grande éclosion? On le souhaite en tout cas du côté des partisans des Commanders, mais j'ai bien hâte de voir la suite des choses. Mais oui, Terry McLaurin demeure un cas intéressant cette saison à l'aube de la saison 2020. Oui, sans vouloir défendre Sam Howell, mais je serais curieux s'il y avait une statistique qui pouvait nous dire, lorsqu'il tentait des passes dans les zones profondes, combien de fois il était sous pression ou pas, parce que la ligne d'attaque des Commanders l'année dernière, elle a vraiment été atroce, puis on n'avait même pas de jeu au sol à la fin de lui donner un coup de main. Du moins, le coordinateur à l'attaque refusait, Eric Bieniemy refusait de courir avec le ballon. C'est d'un match, je pense qu'on avait tenté 55 passes, c'était complètement ridicule. Howell se faisait tabasser. Bref, c'est le début d'une ère nouvelle à Washington, puis on souhaite que ça va être rempli de succès, étant donné que les Commanders misent bien sûr sur Benjamin Saint-Just. Maintenant, en position 36 à 40, en position de receveur de passe. En 36, nous avons Deontay Johnson, le nouveau receveur des Panthers de la Caroline. En 37 et en 38, nous avons un duo de receveurs des Chiefs de Kansas City. 37, Rashid Rice. 38, Marquise Brown. 39, nous avons le receveur des Vikings, Jordan Addison. Et en 40, qui est en train de glisser littéralement en termes de fantasy, année après année, Chris Godwin, le receveur des Buccaneers de Tampa Bay. Rashid Rice, j'en ai parlé, s'il est au camp et si sa suspension, s'il n'est pas suspendu, ben, j'imagine qu'il va être suspendu pour quelques matchs, mais si jamais il est là lors du premier match, c'est sûr que son classement en fantasy va grimper en flèche, ça c'est sûr. Marquise Brown, c'est intéressant, j'en ai parlé tout à l'heure lorsqu'on parlait de Xavier Worthy. Je vais donc m'attarder à Deontay Johnson, qui est rendu avec les Panthers de la Caroline. L'année dernière, il a été le receveur numéro 39 au niveau fantasy. Il passe de la 25e attaque aérienne en 2023 à la pire et à historiquement la pire. L'attaque des Panthers de la saison dernière a été historiquement pourrie. Là, dans le cas de Deontay Johnson cette saison, c'est justement, c'est qu'on mise sur une attaque qui ne peut pas vraiment être pire que l'année dernière, avec l'arrivée notamment de l'entraîneur-chef Dave Canales. Faut dire que Deontay Johnson, c'est un gars qui est soublé à outrance depuis le début de sa carrière, moyenne de 130 fois par saison dans sa carrière. Il est la cible numéro 1 en Caroline, selon moi, même s'il y a une chimie qui s'est installée la saison dernière entre Bryce Young et Adam Thielen, qui ne rajeunit pas non plus. C'est un choix de 8e ronde en ce moment de Deontay Johnson. Ça ne coûte pas grand-chose au niveau fantasy et je ne pense pas que son classement va grimper. Il va peut-être même diminuer encore plus. Dans un pool de type PPR, Deontay Johnson est super intéressant à ce rang-là dans vos repêchages. Je pense qu'il peut devenir un flex, un pivot qui peut vous inscrire peut-être une dizaine de points par match. On a vu pire dans les pools fantasy, un pivot qui inscrit 10 points par match. Ça se prend bien, surtout lorsqu'on repêche un vétéran qu'on sait qu'il y a une feuille de route intéressante dans les dernières rondes de vos repêchages. Je pense que Deontay Johnson pourrait être une belle valeur, mais ça reste à voir. Encore là, j'ai hâte de voir comment l'attaque va s'animer du côté des Panthers au camp d'entraînement et dans les matchs préparatoires. Ah ben, merci beaucoup, Marc-André. Alors, on fait le tour à la position des receveurs de passe. On va voir ce que ça va donner une fois que la saison va commencer. Alors, merci, Marc-André, de m'avoir accompagné pour tout cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. Pour les gens qui ont téléchargé l'épisode, qui nous ont écoutés ou qui nous ont regardés via notre chaîne YouTube, ben, écoutez, on vous remercie. On espère que cet épisode du podcast vous a plu. On vous reparle la semaine prochaine.